sujet, menace de représailles. L'OTAN prend la situation extrêmement au sérieux, précise ce soir les scénarios d'attaque possibles. François Langlais a oublié ses lunettes, je me permets de le dire, parce que ça crée beaucoup d'agitation sur le plateau. L'OTAN appelle les entreprises européennes à se mettre en configuration d'économie de guerre. Amiral Vichot, vous nous avez rejoint, merci beaucoup. Bonsoir. Vous êtes le personnage qu'il faut ce soir, puisqu'effectivement, il y a une grande partie liée à la dissuasion nucléaire et vous étiez au cœur de cela. Quelques mots d'abord de la situation de terrain et on va venir à l'escalade, mais peut-être écoutons tout de suite l'amiral Kirby. Commençons par là. Pour la première fois donc, les États-Unis disent, et cette fois c'est un grand changement, ça n'est pas un mot rapporté dans la presse par le New York Times comme c'était précédemment le cas, les États-Unis disent, les yeux dans les yeux de l'opinion internationale, oui, nous autorisons les Ukrainiens à frapper avec nos armes en Russie. Écoutez ce moment. À l'heure actuelle, ils sont en mesure d'utiliser les ATACMS pour se défendre en cas de besoin immédiat. Et c'est évidemment ce que nous voyons actuellement à Koursk et dans l'oblast de Koursk. Rien n'a changé en ce qui concerne l'utilisation des missiles. Bien sûr, nous avons changé les directives et nous leur avons donné des cibles pour qu'ils puissent utiliser les missiles et frapper. Jean-Louis Vichot, chaque mot ici pèse son poids d'acier. Le fait que les États-Unis d'Amérique le disent cette fois, ça n'est plus seulement rapporté, même si c'était une évidence, ça change. Oui, ça change parce que ça montre l'implication croissante et je dirais finissante aussi de M. Biden et de son équipe dans le soutien à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment faire le maximum avant que l'équipe ne change. Ça, c'est clair. Alors après, est-ce qu'il y aura vraiment une bascule ou est-ce que par la force des choses, Trump prendra la relève, c'est toute l'incertitude du moment. La puissance de l'événement auquel nous assistons, on voit ici les images du tir avec des attaques MS dans la région de Koursk, réussi, semble-t-il, d'après les Ukrainiens, puisque il y a des destructions d'un aérodrome militaire important. On assiste de fait, c'est le mot du président Zelensky, à une escalade majeure. Oui, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont enfin les moyens de leur action et avec ces missiles qui sont de deux types, on peut soit utiliser une charge très forte, soit utiliser un ensemble de charges plus faibles, mais sur une bien plus grande étendue, en pouvant utiliser ces missiles plus performants, qui ont une portée plus grande et une capacité d'emport plus grande, c'est sûr qu'ils ont un avantage et qu'ils s'en servent bien pour frapper à la fois des bases aériennes qui les gênaient jusqu'à présent considérablement, qui leur causaient beaucoup de pertes, et également pour attaquer des dépôts de carburant ou des dépôts de munitions. On est toujours sur l'attaque de la logistique russe. Le problème, c'est que là, on est dans le nord, et en ce moment, ça se passe aussi à l'est. On assiste là à des heures importantes. Là, les Ukrainiens qui ont toujours eu cette expression, on nous attache une main dans le dos, là, la main est libérée. Ils font la guerre pour de bon. Ils peuvent donner le coup et le contre-coup. Oui, à ceci près qu'on ne connaît pas la quantité de missiles qui ont été livrés par les États-Unis d'Amérique. On s'imagine bien que ce ne sont pas des centaines de missiles compte tenu du prix unitaire de l'arme et aussi de sa fabrication. Parce que n'oublions pas que ces attaques MS, c'est déjà des missiles assez anciens et que, il n'y en a pas des centaines. Quelle sera la réaction de la Russie ? Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie surveille la situation, prépare, dit-il, des actions de représailles. Les forces armées ukrainiennes ont mené 2 frappes avec des armes occidentales à longue portée contre des installations dans la région de Koursk, et il montre les débris de l'attaque MS. Il n'y a pas grand-chose à apprendre, c'est des attaques MS, ça, je crois que tout le monde maintenant est d'accord là-dessus. Écoutez de quelle manière Peskov, porte-parole du Kremlin, module en quelque sorte, on va l'entendre dans quelques instants, sa réaction sur le fait d'accuser Washington de l'escalade. Il faut rappeler que c'est en train de devenir un thème d'agite-propre en Russie. Le missile Oreshnik, ça devient le symbole de la volonté russe de représailles. Oui, et on ne sait toujours pas exactement qu'est-ce que c'est que ce missile, d'où est-ce qu'il sort, s'il sort effectivement d'un dépôt d'armes ancien, ou si c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, ou si c'est la première version, c'est-à-dire quelque chose d'ancien qui a été, amélioré par la suite. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc ça, il faut être prudent, attendre que les experts aient fait leur travail et qu'ils aient vraiment les caractéristiques de ce système. Il y a 2 versions. Il y a notamment les Ukrainiens. Certains disent c'est bidon, c'est du pipeau, il n'y a rien de neuf.
Le président Zelensky dit non, il y a une escalade, c'est le mot qu'il utilise, et il dit aussi oui, c'est un missile nouveau et la Russie utilise notre pays, dit-il, comme terrain d'essai. Oui, ce qui est possible en toute rigueur. Hein. On a toujours vu utiliser les conflits comme terrain d'essai pour pouvoir mettre au point le matériel. Donc les Russes ne se gênent pas, ils se sont jamais gênés. Et si les Russes aujourd'hui reprochent aux Américains d'avoir fourni des missiles aux Ukrainiens et à ceux-ci de les utiliser, c'est quand même un peu l'hôpital qui se moque de la charité, parce que n'oublions jamais que les Russes utilisent des missiles balistiques qui peuvent être iraniens, coréens, sans aucun scrupule et sans aucune vergogne. On sait d'ailleurs depuis peu, par exemple, qu'ils utilisent aussi des appareils radio portatifs pour leurs troupes, tout simplement parce qu'ils n'en produisent pas suffisamment et pas de suffisamment bonne qualité pour faire la guerre. Donc les Chinois n'ont pas encore franchi le seuil, ils sont encore en train de fournir du matériel qui n'est pas létal, enfin pas en tant que tel, mais ils s'en rapprochent. Je rappelle que vous avez été vraiment au cœur de la dissuasion nucléaire. Vous dirigiez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins pendant plusieurs années. Combien de missiles nucléaires pendant 2 ans? Combien de missiles nucléaires est-ce que vous aviez au bout de la décision, enfin la décision prise par le président? Il y avait 16 missiles qui représentaient 96 têtes. Aujourd'hui, il y a un degré d'incertitude sur ce que représente cet Oreshnik. Le symbole d'abord, le fait qu'on ait tiré pour la première fois, il faut rappeler que c'est un tir à blanc, il n'y avait pas de charge nucléaire, mais pour la première fois, cet usage-là d'un missile balistique de moyenne portée, c'est comme ça qu'on le dit? Et c'est le portée intermédiaire, oui, alors c'est moyenne portée, effectivement, mais ce sont des missiles qui ont déjà été utilisés, hein, parce que tous les missiles qui étaient, par exemple, les calibres qui étaient tirés de sous-marins étaient des missiles qui sont à la limite entre la courte et la moyenne portée, et ce sont aussi des missiles duaux. Ce qui est nouveau dans cette guerre, c'est qu'on voit apparaître des missiles balistiques qui sont à double effet, c'est-à-dire qu'ils sont soit nucléaires, soit conventionnels, et on a même relevé sur certains missiles des anciens types que les Russes avaient de fait désarmé des têtes nucléaires pour mettre à la place des têtes conventionnelles et pouvoir utiliser le missile. L'inquiétude du fait que tout ça est en Europe, beaucoup de commentateurs disent, on retrouve au fond la situation de la guerre froide, quand les Européens se disaient, au fond, nous sommes, l'Europe, le champ de bataille potentiel. Oui, à ceci près qu'à l'époque, c'était un champ de bataille potentiel, tandis qu'aujourd'hui, c'est un champ de bataille réel. Pour l'Ukraine, en tout cas. Oui, en Ukraine, les missiles sont partis, les missiles vont frapper des gens, ils tuent, ils dévastent des villes et des sites militaires. Donc on est vraiment en guerre. On n'est pas dans la guerre virtuelle qui était celle de la guerre froide. Enfin, je parle en Europe, puisque la guerre froide a été plutôt chaude ailleurs qu'en Europe, mais pas en Europe. Est-ce que ça change la perception, notamment des Allemands? On va voir dans quelques instants à quel point les Allemands sont inquiets. L'opinion allemande est en train de bouger parce qu'eux ont toujours eu peur d'être le champ de bataille. Oui, avec raison d'ailleurs, puisque à l'époque, comme les forces soviétiques s'appuyaient sur l'Allemagne de l'Est, les Allemands étaient tout à fait en première ligne. Aujourd'hui, il y a quand même la Pologne qui est un bel état tampon entre l'Ukraine et l'Allemagne. Donc les Allemands sont probablement un peu moins anxieux. Maintenant, ils découvrent aussi que la guerre est à leur porte. Mais même en France, il est maintenant perceptible que les gens se sentent un peu plus concernés par ce qui se passe à l'Est. Que va-t-il se passer? On va lire dans quelques instants les déclarations de l'OTAN ce soir qui sont alarmées, on peut le dire, et on va recevoir ici le général Paloméros qui a été commandeur suprême de l'OTAN. Écoutez ce cri d'alarme de l'amiral Olagaray qui était hier sur notre plateau, vice-amiral, qui dit: en réalité, on a misé tout sur la dissuasion nucléaire, très bien, mais en termes conventionnels, on ne s'est pas préparé à la guerre. Il porte une forme d'accusation assez décidée. Nos gouvernants ont été en dessous de tout. En dessous de tout, car nous sommes maintenant désarmés, nous sommes riches mais désarmés. Et quand on est riche et désarmé, qu'est-ce qu'on devient? On devient une proie. Vous pensez que l'Europe est une proie aujourd'hui? Ah oui, manifestement, oui. Si les Américains n'étaient pas là, je ne sais pas très bien où on en serait. Peut-être nous serions-nous réarmés. Peut-être aurions-nous une industrie de défense européenne moins éclatée, moins dépendante des États-Unis. Je dis peut-être, je n'y crois pas trop, parce que il aurait fallu des efforts considérables. Croyez-vous qu'effectivement, on s'est, disons, dévoilé, pas en termes nucléaires, une dissuasion nucléaire, vous l'incarnez, elle fonctionne, mais en termes conventionnels? On a déjà signalé qu'on avait touché les dividendes de la paix,
qu'on avait basculé sur une autre forme de guerre, sur d'autres théâtres d'opération, et qu'on avait conçu nos armements pour cela. C'est-à-dire qu'il n'était plus question de faire la guerre en Europe, en tout cas pas tout seul, mais même ça devenait de moins en moins vraisemblable, et par conséquent, tout ce qui faisait le corps de bataille mécanisé, c'est-à-dire des engins qu'on utilise exprès sur le sol de l'Europe, parce qu'ils sont faits pour cela, eh bien, on l'avait remplacé par des blindés avec des canons et des roues, des blindés légers, qui pouvaient manœuvrer facilement dans les zones sableuses, dans les zones désertiques du nord de l'Afrique. Donc on avait conçu notre arme pour les opérations qu'on conduisait. Et puis c'est tombé bien puisqu'on pouvait réduire de manière drastique effectivement les finances qu'on y consacrait. Donc voilà, ce sont des choix qui sont des choix passés, qui avaient leur justification à l'époque, qui ont probablement été trop loin, on s'en rend compte aujourd'hui, mais voilà, c'était des choix faits par la représentation nationale. Comment expliquer que ce soir l'OTAN, pour la première fois en ces termes, c'est Roboer, président du comité militaire de l'OTAN, envisage à ce point-là une guerre conventionnelle. On ne parle pas ici de menace nucléaire, hein, c'est la réponse à ce que disait Poutine sur une possible représaille conventionnelle avec une réponse conventionnelle. Oui, mais parce que c'est effectivement une possibilité. Les Russes sont résolument passés en économie de guerre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute leur économie tourne uniquement pour cela. Il n'y a plus de beurre, et il n'y a plus de gras nulle part, il y a des canons partout. Donc ils font des canons. Alors ils font des canons rudimentaires, mais ils font des canons en masse. Et nous n'avons absolument pas bougé de ce côté-là. Donc ben voilà. Et les Américains, eux, ne peuvent pas arriver avec tout leur matériel parce qu'il y a un autre théâtre qui les inquiète beaucoup, qui se trouve en Orient, en Chine et à son voisinage. Et que pour les Américains, la menace première, c'est la Chine, ça n'est pas la Russie. Est-ce que nous avons été dans l'illusion ? Moi, je vous avoue, beaucoup d'entre nous pensaient que la dissuasion nucléaire était telle qu'en réalité, la guerre conventionnelle, c'était fini. Or, là, on a l'OTAN. C'est l'OTAN qui le dit. C'est pas tel ou tel commentateur lambda. L'OTAN dit, voilà, l'hypothèse de la guerre conventionnelle revient maintenant. Oui, ben, nous avons espéré jusque dans les années 1990, 91, avec la chute du mur, et ensuite, nous avions espéré vraiment que la guerre en Europe s'était terminée, mais et que on n'aurait plus qu'à se préoccuper des confins du continent européen. Bon, c'était une erreur. On s'en est aperçu assez vite, hein, parce que dès les débuts des années 2000, on voit que la menace revient, en particulier avec l'arrivée de M. Poutine au pouvoir. Et donc, les signaux n'ont pas manqué, hein, que ce soit en Géorgie, en Tchétchénie, et ensuite dans tout l'est de l'Europe, y compris en Ukraine. Et c'est à ce moment-là qu'aurait dû avoir lieu le sursaut. Il n'a pas eu lieu. Bon, dont acte. Maintenant, c'est un peu tard pour rattraper le retard pris. On se retrouve dans une situation assez comparable avec ce qu'on avait connu avant la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a commencé à réarmer un peu trop tard. Voilà. Et là, c'est trop tard ? Ben, je n'en sais rien, puisque j'espère bien qu'on n'aura pas la Troisième Guerre mondiale. Donc, on verra. Peut-être qu'on va nous laisser un peu plus de temps pour réarmer. Mais enfin, comme on n'en prend pas vraiment le chemin, on a tout juste réussi à atteindre 2% du PIB pour les dépenses de défense. Hein, c'est tout juste l'objectif. Mais on n'a pas fait 4%. Hein. Les Polonais sont à 4%. Le cri d'alarme que lançait tout à l'heure l'amiral Olagaray, c'est exactement ça. Hein. Il dit, en réalité, on a fait comme si la protection américaine était éternelle, et les Européens n'ont pas du tout suivi les mots d'ordre à la fois d'Obama, de Trump, de Biden. Là-dessus, ils ont tous dit la même chose. Oui, non, mais ça c'est sûr, on ne les a pas écoutés. Et encore une fois, c'est un choix les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont appliqué cette politique, et la représentation nationale, quelle que soit sa majorité, a continué à l'appliquer également. Bon, dont acte.